Bonjour à tous, merci d'être présents. Janine Guy de l'appel du lycée Le Vavasseur. Donc ce soir, nous vous avons invité pour notre conférence métier du numérique et de l'informatique. Alors, on va commencer. L'ordre du jour qui vous a été envoyé ne sera pas respecté pour des raisons pour des contraintes horaires et de temps pour les intervenants. Donc, on va commencer par Julien Maurras, qui est président et cofondateur du groupe Exodata, qui va donc vous parler de son parcours, de sa société, de son activité. Merci beaucoup, je lui laisse la parole. Merci à tous. Bonsoir à tous. Je vais prendre la parole pendant une quinzaine de minutes pour expliquer un peu mon parcours et mon métier. Et puis, je laisserai quelques minutes à la fin de ma présentation, histoire de vous laisser l'opportunité de poser quelques questions. Hop. Donc, je continue. Donc, normalement, vous devez voir maintenant mon écran. Donc, je suis Julien, j'ai 42 ans, je suis pacsé avec une charmante dame qui s'appelle Delphine depuis une vingtaine d'années. J'ai 2 enfants, Thomas 14 ans et Jeanne 11 ans. Alors, si je vous parle de mes enfants, c'est parce que je vais aujourd'hui parler de mon travail, mais ma famille est également extrêmement importante. Je suis à la base diplômé d'une école d'ingénieur. Donc, je suis ingénieur en informatique et gestion que j'ai fait à Polytech Montpellier. La petite histoire, c'est que durant ce cursus d'école d'ingénieur, j'ai eu l'occasion de faire mon premier stage de fin de parcours d'ingénieur à La Réunion, et c'est ce qui m'a permis de découvrir cette magnifique île en 2002. Et à l'issue de cette école d'ingénieur, j'ai été embauché dans l'entreprise où j'ai fait mon stage. Et donc depuis, je n'ai jamais quitté La Réunion du point de vue professionnel. Ensuite, une fois installé à La Réunion, j'ai également fait un diplôme en école de commerce. Donc, j'ai un double diplôme, aussi bien en école en informatique, ingénieur informatique que de commerce. Je suis également vice-président de la filière digitale à La Réunion, qui s'appelle Digital Réunion. Je suis membre du board de la French Tech Réunion, donc tout ce qui a trait aux startups et à l'innovation. Et je suis également membre du Club Export. Je fais également partie du comité directeur de la Ligue réunionnaise de squash. Donc, le sport est aussi un élément important de mon équilibre de vie. Alors après, un peu plus technique et un peu plus secret, l'auditeur de l'IHEDN. L'IHEDN, c'est l'Institut des hautes études de la défense nationale, pour lequel j'ai suivi un parcours de formation pendant plusieurs semaines. Et à ce titre-là, j'ai ensuite intégré la réserve citoyenne de la gendarmerie et je suis rattaché à La Réunion. Donc ça, c'est un peu mon parcours et mes activités, on va dire, extra-professionnelles. Mais mon métier principal, c'est d'être le président et cofondateur du groupe Exodata. Alors, qu'est-ce que fait le groupe Exodata? Le groupe Exodata a 4 principaux métiers. Un qui est extrêmement à la mode et que vous devez entendre un peu partout dans les médias, ce sont ceux de la cyberdéfense, cybersécurité, où je dispose de consultants et d'équipes qui vont aider les entreprises à s'améliorer du point de vue de la cybersécurité et pour se défendre des attaques telles que les virus ou les hackers qui vont essayer de rentrer sur les systèmes informatiques. Donc, une activité contraignante et exigeante de très haut niveau et qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 parce que les hackers n'attaquent pas forcément en journée. J'allais même dire, ils attaquent plutôt la nuit et le week-end et les jours fériés, quoi. Un deuxième métier, celui en rose, qui est le cloud et les managed services. Donc, c'est tout ce qui a trait à ce qu'on appelle les data centers. Donc, ce sont des bunkers informatiques dans lesquels on va stocker les données des entreprises. Donc, on en a 2 à La Réunion. Donc, on a 2 localisations, une sur Saint-Denis et une sur Saint-Benoît, dans lesquelles on stocke des données de toute entreprise, qu'elles soient petites ou grands groupes. Et pourquoi 2 data centers? Parce que ça nous permet d'avoir des données sur 2 sites et puis de pouvoir sauvegarder les données d'un site à l'autre en cas de problématique sur un de nos data centers. Après, tout ce qu'on appelle les business apps, donc ce sont tous les métiers autour des applications informatiques, où là, on va intégrer des solutions qui existent déjà, de messagerie, de partage d'informations ou d'outils qu'on appelle décisionnels. C'est tout ce qui a trait aux statistiques et au reporting. Et on va jusqu'à développer des applications. Donc, on a une équipe de développeurs, une quinzaine de personnes situées à la Technopole qui développent des logiciels pour les entreprises en fonction de ce qu'on appelle un cahier des charges. Donc, c'est un document
dans lequel l'entreprise exprime ses besoins et on va être amené à développer les applications. Et ensuite, en Orange, donc c'est ce que j'appelle un peu mes ambassadeurs chez moi. Ce sont des consultants qui vont travailler sur les métiers du conseil. Donc, c'est des gens qui vont dans l'entreprise pour aider à formaliser des projets, à rédiger des cahiers des charges. Et donc, ils sont un peu au sommet de la hiérarchie, entre guillemets, autour de la data et des systèmes d'information dans les entreprises. Et alors, pourquoi je les appelle mes ambassadeurs? Parce que généralement, ils sont en amont dans les entreprises pour identifier les besoins et des projets qui vont émerger vont ensuite être réalisés par les autres équipes, que ce soit les vertes, les roses ou les bleues. Alors, le groupe Exodata, donc je vous ai parlé des métiers. C'est un groupe qui est né à La Réunion. Le siège est basé à La Réunion, à la Technopole, à Sainte-Clotilde. C'est actuellement 118 collaborateurs, mais qui sont répartis sur différentes zones géographiques, parce que dans l'aventure d'Exodata, que j'ai fondée il y a 10 ans, on a dupliqué tout le modèle de l'entreprise sur l'ensemble de l'outre-mer français. Donc, on a des bureaux en Martinique, en Guadeloupe, donc sur la partie Caraïbes, Atlantique, sur la gauche du planisphère. On en a également tout à droite dans le Pacifique, en Nouvelle-Calédonie. Et plus récemment, il y a 5 ans, on a ouvert également en France métropolitaine, où j'ai des bureaux et des collaborateurs sur Paris et plus récemment Bordeaux. Donc au total, voilà, 118 collaborateurs, plus de la moitié basés à La Réunion. Donc on voit nos bureaux qui sont localisés avec des petits pictos violets roses. On a également des équipes à l'île Maurice, j'ai oublié de le préciser, depuis 2 ans. Et ce qui est matérialisé là un peu en gris, là, c'est ce qu'on appelle nos centres de données, donc nos data centers. C'est là où on stocke les données de nos clients. Donc, bien entendu, on en a là où on a des bureaux, donc à côté de nos clients et de nos collaborateurs, sur l'ensemble de l'outre-mer français. En France métropolitaine, on en a sur Toulouse, Val-de-Reuil, en Normandie et également à Roubaix, à côté de Lille. Mais vous regardez également sur la carte, on en retrouve au Canada, en Russie et au Brésil. Alors pourquoi? Parce qu'on a des clients métropolitains, des groupes français qui sont basés à l'international et pour lesquels on les a accompagnés dans leur stratégie de développement et pour des besoins de proximité de la donnée sur leur site géographique dans d'autres pays. On a été amené à construire ces infrastructures, donc ces serveurs, ces machines sur d'autres zones géographiques. Et ce qui est rigolo, et c'est ça qui est intéressant aussi dans notre métier, c'est qu'on peut se retrouver dans un environnement international tout en étant basé à La Réunion, hein. Donc, mes collaborateurs ici à Sainte-Clotilde, dont certains sont peut-être sortis du lycée Le Vavasseur, bossent ici, mais pour des boîtes à l'international et supervisent des machines un peu partout. Et grâce à quoi? Grâce aux câbles et à Internet. Donc, c'est un peu la magie de notre métier, quoi. Donc, au total, on a un peu plus de 350 clients, un peu plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est 7 sociétés au total. Et puis, à droite, là, vous avez un graphique en fait, qui explique un petit peu la progression de l'entreprise sur ces 10 dernières années. C'est comme je vous le disais tout à l'heure en préambule, ce groupe-là, je l'ai fondé il y a 10 ans, quoi. Après, vous avez des petits logos là en bas à droite, ce qu'on appelle des certifications. Et d'ailleurs, juste avant de venir vous faire cette présentation, j'étais à ce qu'on appelle en une réunion de clôture après 15 jours d'audit. Donc, des audits, c'est quoi? C'est des personnes qui sont de l'extérieur, accréditées par un organisme. En l'occurrence, là, c'était l'AFNOR qui est venu certifier la qualité de notre travail du point de vue sécurité, du point de vue HDS, pour tout ce qui est données de santé. Donc, on est les seuls dans l'outre-mer français à disposer de cette certification-là. Et on avait à l'idée, donc c'était marqué en cours entre parenthèses. La prochaine fois, j'effacerai le en cours parce que depuis quelques heures, nous sommes certifiés ISO 9001. Donc, c'est ce qui montre la performance de notre organisation. Donc, mon petit parcours, vous voyez en rose, PDG cofondateur d'Exodata depuis une dizaine d'années. Avant ça, j'ai voulu vous évoquer mon précédent parcours où j'ai intégré donc, le groupe Austral Assistance, qui est une boîte réunionnaise. Donc, je le disais, je suis arrivé en 2002. J'ai bossé pendant presque une quinzaine d'années. J'ai d'abord démarré stagiaire, puis responsable informatique, puis directeur des systèmes d'information, donc une boîte qui est basée dans tout l'outre-mer français et en Afrique. Et même en préambule, donc je suis sorti de l'école en 2002. Mais pour vous dire que pour financer ces études, il faut aussi être en capacité des fois de bosser à côté. Et moi, pendant plus de 2 ans, j'ai eu mon premier CDI chez Decathlon, qui est une très bonne école de la vie, durant lequel j'ai passé 2 ans en plus de mon école d'ingénieur et même ma classe prépa et mon université
pour financer mes études. Donc voilà, donc, il va falloir aussi se retrousser les manches. Peut-être des fois, papa, maman ne pourront pas suivre derrière. Il faut être aussi en capacité de pouvoir bosser et franchement, c'est un super tremplin, quoi. Alors, mes missions aujourd'hui en tant que président directeur général du groupe Exodata, grosso modo, c'est de définir et piloter la stratégie du groupe. Donc, je définis les orientations. Je fais beaucoup de management des équipes. Alors, je vous ai montré juste sur 2 slides juste après. Voilà, typiquement, en fait, toutes les équipes que j'ai en prise directe. Donc, au travers de ce qu'on appelle un organigramme. Donc là, je ne sais pas si c'est très clair sur votre écran, mais c'est ce qui permet de matérialiser en fait la matrice organisationnelle de toute l'entreprise, dans lequel on va trouver les zones géographiques, les différents métiers, différentes organisations. Je reviens en arrière, donc une présentation synthétique. Donc ça, c'est mon travail, c'est d'animer en fait ces gens-là, donc qui sont directeurs ou responsables de services, que ce soit des services transverses, des services territoriaux, parce qu'on a plusieurs zones géographiques, ou des services métiers. Mais en manageant en fait ces équipes et en leur donnant des consignes, ça permet de délivrer en fait l'information sur l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, de telle manière à ce que ça performante et qu'on délivre un bon service pour nos clients et qu'on continue à faire de la croissance, parce que c'est un des objectifs stratégiques que je définis au sein de mon groupe, quoi. Donc, piloter la stratégie, manager les équipes. Après, une partie qui est un peu plus rébarbative, la partie juridique. Ce n'est pas du tout ce que j'aime faire, mais ça fait partie de mes responsabilités. Et puis la partie financière, parce que ça reste le nerf de la guerre. Et puis, je fais ce qu'on appelle des RP, des Public Relations. Donc, beaucoup de représentations, que ce soit dans les institutions. Je vous ai parlé tout à l'heure de la French Tech Digital Réunion. Je suis également au MEDEF. Donc, c'est tout ce qui permet de faire rayonner l'entreprise en dehors de mes bureaux, de telle manière à créer du lien et ce qu'on appelle constituer un réseau pour développer son entreprise, ou quand on a besoin des coups de main, ou travailler avec des confrères lorsque c'est nécessaire. Mon temps, comment est-ce que mon temps est découpé? Je passe plus de quasiment 2 tiers de mon temps en réunion ou en rendez-vous. Donc voilà, je fais que papoter avec mes équipes ou mes clients ou mes fournisseurs ou mes prospects. Beaucoup de mails, hein. Ce sont des métiers de manière générale, même d'ailleurs, dans quel que soit le métier, on reçoit énormément de mails, donc beaucoup de temps à gérer les mails et l'administratif. 10% que je consacre à traiter les dossiers extrêmement importants. Et puis, ça fait partie de mon boulot, 20% de voyages et de déplacements. Alors, quand on fait la somme de tout ça, ça fait 120%. 120%, c'était une petite plaisanterie, mais c'était surtout pour dire que quand on est patron d'une entreprise, d'un groupe, on n'est pas aux 35 heures, on est très très loin. Donc, c'est minimum 60 heures par semaine, c'est le soir. Donc, après cette présentation, j'ai d'ailleurs un dîner et je vais rentrer très tard chez moi. C'est des fois des travails le week-end et le soir et jour férié, quoi. De quelles compétences on doit disposer pour faire le métier que je fais? Alors, ce que je raconte là, je fais de la stratégie, je fais du management, je fais de la finance et du juridique. Au départ, ce n'était pas du tout mon travail, hein. Au départ, moi, j'ai démarré comme développeur informatique. Et puis, petit à petit, en fait, j'ai touché tous les niveaux de l'informatique d'une société. C'est ce qui m'a permis en fait, d'atteindre des compétences techniques. Donc, c'est la case de gauche, en fait, hein, qui est essentielle dans mon métier. La deuxième case, la plus importante, c'est la orange. C'est toute la partie management. Donc, c'est toute la gestion des équipes, hein. Gérer une boîte de 120 personnes, ça nécessite certaines compétences, certaines qu'on a plus ou moins acquises naturellement de par son relationnel et son savoir-être, qui est un élément extrêmement important, mais aussi beaucoup de formations théoriques. Et je continue à me former régulièrement. Chaque année, je fais 1 à 2 formations. Donc, le savoir-être, c'est extrêmement important. Le savoir-faire, c'est les compétences techniques et le management. Le savoir-être, c'est de rester humain, c'est de rester disponible, accessible, d'avoir le sourire quelle que soit la situation, de trouver un bon équilibre de vie, hein. Vous avez vu dans ma toute partie introduction, je vous ai parlé de sport, je vous ai parlé de mes enfants. Malgré la charge de travail, il est extrêmement important de trouver un équilibre de vie de telle manière à ne pas oublier ce qui est essentiel, hein, à savoir sa famille et son bien-être. Et puis, le truc qui est le plus important, et qui fait que moi, je suis hyper motivé à me lever tous les matins, c'est être passionné et pleinement investi dans ce que l'on fait. Donc, faites le bon choix dans votre voie, parce qu'il y a rien de plus intéressant que se lever le matin en ayant la pêche quand on va au boulot, quoi. Alors, est-ce que les métiers du numérique, c'est un métier d'avenir? J'ai mis un gros oui, avec énormément de points d'exclamation. Les métiers qui sont fortement recherchés actuellement sont les métiers du développement informatique, la cybersécurité, les administrateurs systèmes et réseaux.
À titre d'indication, chez Exodata, donc dans mon entreprise, il y a 14 postes ouverts aujourd'hui, dont certains depuis plusieurs mois. Donc ça montre qu'il y a un réel manque en termes de compétences et de gens qui postulent. Est-ce qu'on recrute des juniors? Tout le temps. C'est extrêmement important. Il y a un super outil et que je vous encourage à utiliser, quel que soit le niveau d'études que vous allez faire, c'est le contrat pro. Alors, il y a différentes déclinaisons, mais le contrat pro a l'énorme avantage, c'est que vous continuez à avoir un cursus théorique et puis bah, vous pratiquez tout le temps. Vous pratiquez dès le démarrage, en fait, et c'est un élément extrêmement important. Peut-être que ça sera évoqué tout à l'heure dans le cadre de l'Epitech. Nous, on prend énormément de stagiaires ou de contrats pro. Ça nous permet aussi de pouvoir détecter les pépites assez tôt, d'avoir des gens à mi-temps pour venir compléter nos équipes. Et puis, bah, c'est comme ça qu'on recrute aussi nos futurs collaborateurs qu'on aura formés en fait, pendant leur parcours scolaire, quoi. Alors, les salaires de démarrage dans les différents métiers, je raisonne en bac+5 et je vous encourage fortement à aller jusqu'à un bac+5 si vous êtes intéressé sur ces métiers-là. Grosso modo, on démarre sur du 2 500 € brut, mais vous allez voir en bas que assez rapidement, on peut monter dans des très hauts niveaux de salaire. Vous pouvez espérer, si vous avez un bon parcours professionnel et que vous montez bien en compétences techniques, atteindre des niveaux de rémunération entre 4 500 et 5 000 € brut mensuel. Et puis alors, si vous commencez à avoir des postes à responsabilité au bout de 15 ans, ça peut dépasser les 8 000 € voire 10 000 €, ce qui est le cas dans mon entreprise. J'ai plusieurs collaborateurs qui touchent ce niveau de rémunération, quoi. Voilà, donc c'est des métiers extrêmement porteurs. Minimum bac+3, il y a rien avant. Et je vous encourage fortement à faire un bac+5, que ce soit école d'ingénieur ou universitaire, quoi. Donc voilà pour ces quelques mots autour de mon expérience, de mon parcours et des métiers que j'encadre. Et puis, bah, je suis à votre disposition si vous avez quelques questions, quoi. Moi, j'ai une question, je me permets de la poser à Julien. Qu'est-ce qui a fait, après le bac, que vous avez fait ces études? Qu'est-ce qui vous a motivé? Et ensuite, qu'est-ce qui a fait à un moment que vous avez basculé? C'est-à-dire que vous étiez développeur et puis vous êtes devenu aujourd'hui c'est plus votre métier de faire du développement, mais d'être chef d'entreprise. Donc, comment s'est fait la bascule et pourquoi ces études? Comment elles se sont déroulées? Est-ce qu'elles ont été difficiles? Est-ce qu'elles ont été faciles? Quelle était l'ambiance? Enfin bref, voilà, parler aussi un peu des études. Merci. Ouais, alors au niveau des études, j'allais dire, ça a été très simple jusqu'au bac, parce que j'avais la chance d'avoir quelques facilités et je suis tombé de haut juste après le bac. Donc, on parle de quelques difficultés. Ben, j'ai fait un bac scientifique option mathématiques et j'ai intégré une classe prépa, donc maths sup, et ça s'est pas très très bien passé pour la simple et bonne raison, c'est que j'avais pas pris l'habitude de bosser. Donc, j'ai un garçon qui est un peu comme moi. Alors, il est qu'en troisième, mais qui a beaucoup de facilités aussi, et je lui explique que les facilités, ça marche à peu près jusqu'à la terminale. Après, ça marche plus. Ça marche plus parce que, ben, en fait, on se retrouve un peu en entonnoir. Donc, tous ceux qui sont bons dans certaines filières convergent tous vers les mêmes classes prépa ou écoles d'ingénieurs. Et la différence, après, ce sont que ceux qui ont la capacité de bosser, qui vont avoir un peu plus de rigueur. Donc, ça m'a mis un bon coup de pied aux fesses. Et après cette classe prépa, en fait, j'ai bifurqué sur un circuit universitaire où j'ai pu ensuite réintégrer une école d'ingénieur. Et c'est là d'ailleurs, pendant cette période-là, où j'ai pu bosser en parallèle parce que bah, j'avais besoin de financer mes études. Et puis, j'avais cette envie aussi très rapidement de travailler, quoi. Donc après, cette école d'ingénieur, l'école d'ingénieur, une fois qu'on y intègre, pour la peine, après, c'est un petit peu plus facile. En fait, c'est la partie post-bac qui est un peu plus compliquée. Donc, s'il y a un effort à faire, c'est en tout cas sur les 2-3 prochaines années, pour ceux qui vont passer le bac cette année, enfin l'année prochaine. Après, en école d'ingénieur, ça se simplifie. Je vous encourage également à diversifier les stages. Alors moi, j'ai convergé vers la même entreprise. J'étais passionné du développement. Et comment est-ce qu'on passe du développement à entrepreneur? Alors déjà, j'ai eu la chance d'avoir un président et un PDG de la société qui m'a fait grandir. Donc, c'est aussi trouver et rencontrer les bonnes personnes. Et puis finalement, se mettre un peu en difficulté, hein. Quand on est développeur, on ne se sent pas forcément commercial. Moi, pendant une dizaine d'années, mon travail pour développer la société qui m'avait embauché, je faisais des démonstrations de ce que j'avais développé, quoi. Et je faisais des démonstrations
dans de nombreuses entreprises. C'est ce qui a permis au groupe de se développer un peu partout, notamment à Paris dans des grands comptes. Donc au départ, je me suis vautré. J'étais hyper mal à l'aise à l'oral, je tremblais, j'ai eu des pannes informatiques aussi en pleine démonstration. Donc ça, c'est tout ce qui constitue l'expérience. Et une fois qu'on a acquis cette expérience, cette aisance, en fait, on trouve des passions. On trouve des passions. Et puis, moi, je me suis challengé en me disant, ouais, je suis ingénieur, je suis technicien. Finalement, je vois que le développement, le business, ça m'intéresse. Et je me suis lancé dans une école de commerce. J'étais le plus jeune de la formation. C'était une formation de l'ESSEC, donc c'est quand même une grosse école de commerce. Il y avait que des dirigeants d'entreprise et moi, j'étais responsable informatique. Je me suis dit, qu'est-ce que je fous là en fait. J'avais un complexe d'infériorité. Et finalement, j'ai fini major de promo avec les félicitations. Donc, ça a été tout l'inverse de ce que je m'imaginais. Et finalement, c'est là où je me suis révélé en fait, en tant qu'entrepreneur. C'est quand j'ai été confronté avec des directeurs. Donc, finalement, c'est de repousser ses limites. C'est le cap pas cap, en fait. C'est d'oser faire des erreurs, d'apprendre de ses échecs parce que ça fait partie aussi du job et de pouvoir rebondir derrière. C'est surtout ça qui est important, quoi. Quels sont les conseils que vous pourriez donner aux jeunes, aux lycéens aujourd'hui? De bosser. De bosser parce que je pense qu'en fait, en se donnant les moyens de réussir, on a la chance de pouvoir choisir après ses orientations et finalement de choisir le job qui fait plaisir. Parce qu'une des questions et que vous avez posées également, c'est d'où est-ce que ça m'est venu ce métier. En fait, c'était en troisième. En troisième, en conseil d'orientation, il n'y a pas Internet, il n'y a pas Internet, pas de téléphone portable. Enfin, ça n'a strictement rien à voir par rapport à aujourd'hui. Mais je me suis dit, tiens, je veux faire informaticien. J'ai la chance, mes parents m'avaient acheté un ordinateur. Et je me suis dit, je veux faire ingénieur informaticien, quoi. Donc voilà, il y a aussi, c'est parti d'une passion. Et je pense qu'il n'y a rien de plus magique finalement de vivre de sa passion parce que on n'a même plus l'impression d'aller au boulot. En fait, ça devient un boulot passion, quoi. Donc, et pour y arriver, il faut avoir des rêves, mais il faut se donner les moyens aussi d'y arriver parce que il faut beaucoup bosser pour y arriver. Et puis vous avez compris que même si c'est une passion, c'est énormément d'heures et de temps de passer en entreprise et avec ses équipes, quoi. Ah oui, S'il n'y a pas de questions, on n'en voit pas. Ouais. Écoutez, dans tous les cas, merci beaucoup à Julien Maurras de sa présentation. Vous prenez des stagiaires éventuellement, même des lycéens? Alors, on prend beaucoup de. Alors, c'est plutôt les stagiaires de troisième, là. Ouais, ouais. Quatrième, troisième, sur les stages de découverte. Mais il faut qu'il y ait une personne qui soit extrêmement motivée. Lycéen, un peu moins. Parce que c'est quand même du temps aussi pour s'en occuper. Nous, on est plutôt sur les stages fin d'études parce qu'on a des métiers ultra techniques avec ce qu'on appelle de la production. Donc, ça tourne, il faut gérer des incidents, il faut être disponible pour les clients. Donc, il faut déjà des gens qui soient plutôt en fin de parcours d'études, quoi. Ok. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Merci. Alors maintenant, je vais inviter, j'espère qu'ils ont réussi à se connecter. Nous avons la chance d'avoir deux anciens élèves de Levavasseur qui ont donc passé leur bac l'année dernière. Je ne sais pas si Thomas Polverelli et Iliane Formé, qui sont actuellement à l'école des ingénieurs en intelligence informatique, l'école EPITA à Paris. Donc, bonjour, on les voit. Ils ont réussi à se libérer pendant 1 heure sur notre demande. Donc, eux, ils sont en première année de l'école EPITA et ils ont accepté, et leur école aussi, de les libérer pendant 1 heure de cours pour qu'ils puissent se présenter. Et donc, pour ceux qui sont en terminale, vous les avez peut-être déjà croisés dans la cour puisqu'ils étaient là l'année dernière. Alors là, c'est vrai qu'ils ont les pulls, ils ne sont pas en t-shirt. Mais voilà, Thomas et Iliane, je vous laisse la parole pour vous présenter votre école. Merci en tous les cas d'avoir accepté l'invitation, parce qu'on a 3 heures de décalage, je sais que ce n'est pas simple, mais merci à vous deux. Ça va, aucun problème. Donc déjà, bonjour à tous. Bonjour. Moi, je m'appelle Thomas Polverelli et Iliane Formé. Donc on a 18 ans et on est donc à EPITA. Donc d'abord merci pour l'invitation, voilà. Et donc on va vous parler un peu de notre parcours scolaire qui est des plus classiques. Moi par exemple j'ai fait la seconde, première et terminale au lycée Levavasseur. Et en première j'ai pris les spécialités maths, physique et NSI.
et j'ai abandonné la spécialité physique en terminale. Donc, je ne sais pas pour toi. Moi, comme Thomas, j'ai fait seconde, première terminale à Levallois. Juste en première, je voulais prendre maths, NSI et SI, mais à l'époque, c'était pas possible. Je sais pas si aujourd'hui vous pouvez prendre comme ça, mais nous, on pouvait pas. Du coup, j'ai fait maths, physique, chimie et SI, et j'ai arrêté la physique chimie en terminale. Voilà. Ensuite, donc, on est passé par Parcoursup pour rejoindre. Donc, EPITA, là où on est actuellement, on rejoint par concours. Donc, moi, j'ai fait le concours en mi-année de terminale et j'ai été accepté. Ça a été quand même un gros avantage d'être accepté au concours. Moi, j'en avais fait 2 autres, donc j'étais en liste d'attente sur beaucoup d'écoles et j'ai été accepté dans beaucoup d'écoles aussi. J'ai choisi EPITA notamment parce que c'était quand même une école d'ingénieur informatique et que moi, c'était vraiment le diplôme que je voulais et que je voulais pas beaucoup aller en prépa parce que je me sentais pas une densité de travail de prépa et contrairement à l'université qui, elle, aurait été un peu plus lâchée et je savais que j'aurais pas travaillé. Donc, c'était un peu l'entre-deux pour pouvoir avoir le titre d'ingénieur. Ouais, moi, Parcoursup, je postulais à des prépas et à des écoles d'ingé, donc avec des prépas intégrés, donc comme EPITA. Donc, pour EPITA, c'est via le concours Advance donc, que vous allez passer. Vous pouvez être pris sur dossier ou alors il y a un oral à passer, un oral de maths et un oral d'anglais. Et un oral d'anglais, c'est ça. Du coup, moi, j'ai été pris sur dossier à l'EPITA et dans d'autres écoles et aussi en prépa. Et si j'ai décidé de m'orienter vers l'EPITA, c'est parce que en prépa, à la fin des 2 ans, vous avez un concours. Et, et du coup, c'est un peu genre chacun pour soi. Et le but, c'est de réussir au concours. Là où à l'EPITA, si on est, ou même une autre école avec une prépa intégrée, si vous êtes 50 à l'entrée, donc 50 au premier semestre, l'objectif, c'est qu'on soit 50 à sortir de l'école. Et il y a une vraie cohésion et il y a un bon esprit de groupe. Et c'est ça que j'apprécie. Ah bah c'est ça. Donc après, on peut parler un peu, je sais pas, des matières qu'on fait. Nous, à EPITA, on fait beaucoup de maths, de l'algorithmie, de la physique et de l'électronique aussi, et de l'architecture d'ordinateur. Toutes ces matières-là, en fait, elles sont communes à toute la promo. Et ça c'est quand même un gros avantage dans l'entraide des élèves. Donc, je pense que tu peux parler du fait que tu es en cycle anglophone. Ouais, l'EPITA, il propose de faire le cursus normal, mais il propose aussi de faire le cursus en anglais. Donc, moi, je fais ça. Donc, j'ai tous mes cours en anglais. C'est exactement le même programme. Juste, on a cours en anglais et nos profs sont anglais. Donc, par exemple, moi, j'ai mon prof de maths qui est américain et qui vient en cours. Ensuite, pour tout ce qui est cours, en termes de charge de cours par semaine, on n'a pas énormément de cours. Mais les cours, c'est des TD. Donc, c'est juste, on vient, on fait des exercices, on les corrige. Et c'est pour travailler la méthode. Pour tout ce qui est cours magistral, donc le cours plus théorique, l'EPITA, ils ont une plateforme sur laquelle on peut accéder via Internet, si ça se dit, et qui s'appelle Unisix. Et dessus, il y a tous les cours, c'est des vidéos, il y a des résumés, il y a des exercices à faire chaque semaine. Et ensuite, du coup, on fait ça à la maison. Et ensuite, on vient à l'école pour travailler. Donc, ouais, il n'y a pas beaucoup de cours en présentiel, mais il y a beaucoup de taf à la maison. Donc, vis-à-vis des MIMO, mais aussi chaque semaine, on a un TP de programmation à faire. Donc, au début, ça va, ils ne sont pas très longs. Mais plus on avance et plus ils demandent du travail personnel. Ouais, et il y a aussi, et en plus de ça, il y a les projets. Donc, sur chaque semestre, en gros, vous avez un gros projet. Donc, pour le semestre 1, on avait un projet qui était un gros projet, c'était beaucoup de code sur de la mathématique. Donc, ça s'appelle le projet AFIT. C'était de l'arithmétique, notamment avec des fonctions beaucoup plus tournées vers les mathématiques. Et donc, et au projet, ensuite, pour le second semestre,
on a donc un projet de code qui s'appelle, c'est un projet plus tourné vers un jeu, pour créer un jeu en équipe de 4. Donc, c'est beaucoup plus centré vers la cohésion et c'est quand même, moi, je trouve ça quand même pas mal. Je sais pas toi si tu aimes bien. Ouais. Voilà. Ensuite, on peut peut-être parler du fait que pour valider le diplôme d'ingénieur, en fait, à chaque semestre, on a 2 examens principaux, on va dire. C'est que le premier, c'est les examens de mi-semestre. Et en fait, ils ont une part dans la note totale par semestre. Et ensuite, il y a les partiels, donc à la fin du semestre, où on revoit un peu tout ce qui a été fait pendant le semestre. Ensuite, chaque semaine, on a des QCM sur toutes les matières qu'on voit. Et ces QCM, ils sont notés dans le contrôle continu, en plus des contrôles TD, c'est des évaluations des DS qu'on fait en maths notamment. Et voilà. Pour ce qui est de la notation, donc pour ceux qui veulent peut-être le coefficientage, les partiels, ça compte pour 50% de votre note au semestre, les midterms, c'est 30%, les QCM, c'est 10%, et les TD, donc comme les DS, ça compte pour 10%. Ouais, donc Et voilà. pour valider votre semestre, il vous faudra 10 dans tous les modules. Alors, dans les modules, on a le module de maths, le module d'algo, le module de programmation, le module de langue, donc avec les cours d'anglais et le français, et le module de sciences de l'ingénieur. Du coup, il y a physique, électronique et architecture de l'ordinateur. Ouais, alors moi, si je peux parler d'un ressenti sur les matières que j'ai, de base, j'étais pas tellement, on va dire, chaud pour faire de la physique et de l'électronique, parce que c'est quelque chose que j'avais abandonné en première, en terminale, et que bah, je me sentais pas d'en refaire. Sauf que je sais que c'est une question qui peut se poser sur le fait que est-ce qu'un ingénieur, ben, du coup, il est obligé de faire de la physique, même si c'est un ingénieur en informatique. Alors, pour le titre d'ingénieur, on se doit donc quand même faire un peu de physique, mais, ça reste encore assez, j'ai envie de dire simple, même si bon, je galère un peu, mais c'est sur le programme de première, de terminale, et ensuite on avance un peu quand même. Voilà. Je sais pas si toi, tu as d'autres choses. Ouais, non, mais c'est ça. Après, on peut parler de comment valider ces années. En gros, bon, nous, là, on est en prépa intégrée, donc pendant 2 ans. Euh, pour ça, pour pouvoir passer en école d'ingé après, il faut qu'on ait validé tous nos semestres. Il faut aussi qu'on ait fait un stage ouvrier de 2 mois. Donc, stage ouvrier, c'est on va devoir travailler dans le monde de l'entreprise, dans le monde réel du travail. Mais il ne faut pas que c'est un rapport avec l'informatique, sinon ça serait trop simple. Et on a aussi un semestre à l'étranger, donc le deuxième semestre de deuxième année, donc le S4, qu'on doit faire à l'étranger. Donc on a plein d'universités partenaires, un peu partout dans le monde. On a le Japon, l'Australie, l'Afrique du Sud, Plein de pays. ouais, les États-Unis. Euh, et, euh, et voilà. Et par contre, pour le S4, pour aller dans le pays de votre choix, vous n'aurez pas non plus totalement le choix. En gros, Epita, il va faire un classement en fonction de votre moyenne sur le S1, le S2 et le S3. Et celui qui aura la meilleure moyenne, ben, il choisira en premier sa destination, le deuxième en deuxième, etc. Du coup, il faut bien travailler si vous voulez partir là où vous voulez. Si vous en foutez, bah, Ouais, après, bon, comme c'est obligatoire, il faut quand même penser à un pays qui vous plaît. Donc voilà. Moi, je sais que du coup, il faut vraiment travailler. Bon, j'ai envie de dire, ouais, travailler depuis le début de l'année, parce que moi, quand j'étais au lycée, bon, je faisais pas grand-chose et je me reposais sur mes acquis. Et en fait, bah, dès le départ, ça s'est senti quand on est arrivé en école. Et c'est que ben là, il faut travailler si on veut progresser, parce qu'il n'y a personne enfin, j'ai envie de dire qu'il va nous forcer à travailler, si, mais il faut quand même se donner un minimum pour pouvoir réussir.
parce que si on ne fait rien, bah, il n'y aura rien à la sortie, quoi. Donc voilà. Ouais, surtout que en S1, principalement en maths, parce que c'est une des matières les plus importantes. Ouais. Souvent, on dit qu'en prépa, le plus dur, c'est le premier semestre parce que c'est le temps de s'acclimater, de comprendre un peu comment ça marche. Et en S1, par exemple, en maths, on fait que le chapitre de terminale de maths. Ouais, En gros, on on revoit fait tout. que des révisions et des approfondissements. Donc, moi, je sais qu'en terminale, il y a eu les confinements, le travail à la maison et ouais, j'ai rien Ça nous a fait. pas aidé. Ouais. Et du coup, je me suis retrouvé à devoir retravailler mes cours de terminale. Et je me dis que si j'avais suivi en terminale, ben, ça aurait été beaucoup plus simple pour moi en début d'année. Là, ça va un peu mieux, mais ouais, franchement, Voilà. tu as fait bien votre problème de terminale. Ouais, il aurait fallu peut-être approfondir un peu quand on était en terminale et plus se mettre dedans. Bon, on pouvait peut-être pas le savoir, mais là, comme on est là pour vous, s'il y a des élèves qui travaillent pas trop et qui comptent venir en école d'ingénieur, bah, c'est un conseil qu'on peut vous donner, travailler un peu quand même et approfondissez les notions au lycée, quoi. Donc voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour. De quoi on peut parler? Euh, Ouais, si, moi, du coup, comme j'ai fait SI, j'ai pas fait de programmation au lycée. Et du coup, je suis arrivé ici, je savais rien faire. Et j'ai réussi à m'acclimater très rapidement. Hein. Les profs sont vraiment conscients qu'il y a des élèves qui n'ont jamais fait ça de leur vie. Donc, il ne faut pas croire que pour venir à EPITA, faut être, ou dans une autre école en informatique, il faut être un geek qui code 18 heures par jour, tout ça. Non, non, vous pouvez venir et c'est très bien. Pareil pour les filles. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de filles, mais franchement, celles qui sont là, elles s'éclatent. Donc, c'est vraiment ouais, bien. c'est pas réservé qu'aux garçons, ça. On peut dire, même si il y en a pas beaucoup, ben c'est quand même, je dirais pas bon un avantage, mais bon, c'est quand même, enfin voilà quoi. Ouais, Il si, quand faut quand même un même des peu. filles. Les gens sont plus cléments avec les filles Ouais, ici. voilà. Et pour ce qui est, on nous a demandé aussi de parler un peu du matériel. Donc ici, on a des salles machines avec plein d'ordinateurs très performants. L'école, elle est ouverte 24 heures sur 24. Donc on a tous un badge, on peut rentrer dans l'école, venir faire ce qu'on veut et repartir. Ouais, ouais. Après, si vous voulez investir dans du matériel, je vous conseille de prendre un bon ordinateur portable, Ouais, léger, le plus léger possible, mais avec un peu de puissance, que ce soit Mac ou n'importe quoi. Mais bon, si vous prenez des Windows, je- vous devrez le faire dans tous les cas en arrivant à EPITA, mais essayez d'avoir de quoi travailler sur ouais, Linux. voilà. Ouais, il faut quand même pouvoir travailler sur Linux parce que c'est quand même Alors, pardon. une des plateformes sur lesquelles on travaille assez vraiment souvent. Donc voilà, c'est quand même un avantage. Alors, est-ce qu'il est difficile d'avoir les cours en anglais? Un niveau minimum est-il demandé? Euh, alors, les cours en anglais, moi, quand je suis arrivé, pendant 2 semaines, j'ai eu vraiment du mal. Mais heureusement, les 2 premières semaines de cours à l'EPITA, ça s'appelle les semaines d'harmonisation. Donc, en fait, on fait vraiment des trucs de base, histoire de rentrer un peu dans le rythme. Donc, en soi, ça va. Après, personnellement, pour moi, ça n'a pas suffi parce que ouais, j'étais vraiment pas prêt. Je suis arrivé, je n'avais rien préparé. Donc, ouais, j'ai mis 2, 3 semaines à m'acclimater, mais franchement, maintenant, ça va beaucoup mieux. Après, c'était pas un niveau d'anglais très élevé qui demandait. Hein. Oui, il y a un niveau minimal à avoir, mais moi, en terminale, j'avais un quoi, un B2+, peut-être un C1-. Donc, en soi, ça va, c'est un bon niveau. J'avais 18 de moyenne en anglais, je crois, mais franchement, il y a rien de Voilà, très après, haut demandé. il faut quand même, faut pas se le cacher que le niveau en anglais sera quand même demandé parce que Ouais. dans l'informatique, maintenant, tout est en anglais. Et même moi qui suis en cursus francophone, bah, des fois, j'ai des cours qui sont en anglais parce que le prof, lui, bah, il n'a pas d'autre choix que de parler en anglais. Et donc bah, il faut quand même pouvoir s'acclimater, même si on est en français, quoi. Ouais. Et environ combien d'heures de travail le soir, le week-end? Alors, ça dépend. Euh, si vous êtes bien avancé, vous n'avez pas forcément beaucoup de travail le soir. Il y a juste à regarder, en gros, les MIMO de la semaine. En gros, chaque semaine, tout ce qu'on doit faire, nous, c'est travailler les MIMO de la semaine, euh, taffer les TD si on n'a pas compris certaines choses. Et
et Et le préparer TP de les QCM. programmation aussi. Préparer les QCM et faire le TP de programmation et avec un peu de temps libre, avancer sur le projet de semestre. Donc en soi, il y a beaucoup de choses à faire, mais si vous êtes bien organisé, franchement, Ouais, ça peut passer. ça peut passer largement. Vous pourrez avoir du temps pour vous prendre des Ouais, jours ouais. de repos. Il y a aucun problème pour ça. Il suffit juste d'être bien organisé et quand vous travaillez bien. Ouais, faut être productif et voilà quoi. Ensuite, je sais pas s'il y a d'autres questions. Combien d'heures de cours? Alors, j'avais noté, mais là, je les ai plus sous les yeux. Non, mais attends. On a 5 heures de maths, 4 heures de prog, d'algo, 3 heures de prog. Donc ça fait Ensuite, on a 2 heures d'anglais et 2 heures de français et, 1 heure d'archi, et lecture. 1 heure d'archi. Ouais. Et ensuite, on a 2 heures de physique et lec alterné sur 2 semaines. Donc, en soi, ça va. Les emplois du temps ne sont pas trop chargés. Bon. Donc, on peut souvent travailler chez soi ou même, des fois, c'est presque mieux de travailler à l'école vu qu'il y a beaucoup de matériel et tout. Donc, si vous avez une après-midi de libre, vous pouvez vous rester à l'école et avancer sur le TP ou même travailler les cours vu qu'ils sont sur Internet. Donc, c'est quand même un avantage d'avoir une école qui est ouverte 24 heures sur 24. Donc, pourquoi pas en profiter, quoi. Ouais, surtout que les élèves sont super sympas. Il y a des gens d'autres classes que vous ne connaissez pas qui vont soit venir vous demander de l'aide gentiment, soit même vous, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez aller demander, que ce soit un élève d'une autre classe ou un mec d'une autre année. Franchement, ouais, il y a une très très bonne cohésion. Et travailler à l'école, c'est vraiment sympa. Ouais. Donc, Je voilà. pense qu'on a fini. Y a-t-il un internat? Donc, il n'y a pas d'internat à Epita. Donc, en fait, moi, après, je sais que là, on est sur Epita Paris. Donc, il y a d'autres campus en France. Il y a pas d'internat. Mais il n'y a pas d'internat dans aucun campus. Mais autour, en fait, il y a quand même des logements étudiants qui sont, voilà. Je sais qu'Ilian, il est en logement étudiant. Ouais. Donc voilà, moi j'ai un appartement et voilà quoi. Sinon, si tu veux parler d'un peu du logement. Ouais, non, pas d'internat et logement étudiant. Bah ouais, pour ce qui est du logement étudiant, je sais qu'il y a pas mal de colocs. S'il y en a qui sont pas prêts à Ouais, ça, habiter il y a tout beaucoup. seul, moi je vis tout seul. Ça reste toujours de l'organisation. Hein. C'est toujours de l'organisation aussi. Il n'y a vraiment pas de problème si vous voulez habiter tout seul et si vous pensez que vous êtes prêt, mais après, il va falloir assumer. Il faut faire le ménage, la nourriture, la vaisselle, ranger. Et dans ce temps-là, trouver le temps de travailler. Mais franchement, ouais, si vous êtes organisé, il n'y aura pas de problème. Mais en soi, se faire un emploi du temps à la semaine, c'est déjà un gros point parce que ça va vous permettre de savoir les temps où vous travaillez et les temps où vous vous reposez ou quoi. Et peut-être, par exemple, si vous viviez tout seul, ça peut être compliqué des fois de trouver le temps de faire les courses ou des choses qui sont assez simples. Peut-être, voilà, à La Réunion, on est tous chez nos parents ou quoi, donc c'est un peu plus compliqué quand on est tout seul, quoi. Bon, alors, est-ce que vous savez vers quel métier vous allez vous diriger? Alors, moi, pour l'instant, je ne sais pas trop. Après, ce qui est bien, c'est qu'avec l'EPITA, bon, là, on fait un truc très généraliste. Les 2 premières années, ouais. Et en deuxième année de cycle ingénieur, donc la 4e année, là, on va devoir choisir une majeure. Alors, il y a plein de majeures. Il y a intelligence artificielle, big data, santé, cybersécurité. Je crois qu'on en a 8 ou 9. Et du coup, il y a vraiment plein de possibilités et je me laisse le temps de me diriger vers ce qui m'intéresse le plus. On a quand même le temps, on n'est pas pressé. On pourrait se dire que en fait, quand on rejoint une école d'ingénieur, on sait directement vers quelle voie on veut s'orienter. Nous, on sait que c'est un peu dans l'informatique, ça c'est sûr. Mais après, précisément, ça, on sait pas trop. Moi, je sais vraiment pas vers quel majeur je vais prendre, mais je pense que les 3 premières années sont vraiment faites pour évaluer un peu toutes les possibilités et la 4e et 5e année, savoir un peu vers quoi on veut s'orienter, quoi. Non, et les 3 premières années, c'est vraiment les bases. Hein. On apprend toutes les bases et ensuite on se spécialise. Et après, mais après, il y a plein d'autres choses. Hein. On n'est pas limité. Par exemple, moi, je sais que je prévois peut-être de faire mes 5 ans à Epita et après Epita, faire une année dans les finances et ça, il m'ouvre d'autres possibilités. Il y a toujours moyen de trouver une voie vers laquelle on se sent bien et on peut
on peut évoluer, quoi. Non, il y a plein de passerelles. Et on peut peut-être parler de la NTS. En fait, cette année, il y a une nouvelle matière qui a fait son apparition. Non, mais Oui, un oui. peu, parce que la NTS, c'est une matière où on voit un peu beaucoup de choses dans les nouvelles technologies. Donc là, au premier semestre, on a fait de la cybersécurité un peu, comment ça s'appelle? Là, Réalité on est virtuelle. dans la réalité virtuelle. Donc, on explore un peu beaucoup de domaines, quoi. Et c'est très intéressant pour pouvoir trouver une matière et une majeure quand on sera en 4e année, quoi. Ouais. À vous, des conseils à donner aux lycéens? Bien taffer les cours Ouais. terminales. Et pendant les vacances, je sais que ça peut être un peu après le bac, on n'a peut-être pas Ouais. trop envie de travailler, mais bon, quand même un peu Ouais. s'avance. Non, Bon, juste faut travailler vite fait les cours. Après, s'il y en a, je sais pas s'il y en a qui codent déjà, hein, mais si vous voulez des conseils un peu plus techniques, je sais pas, moi, au premier semestre, on fait du Camel. Au deuxième semestre, on fait du C#. Donc, je sais qu'en NSI, vous faites du Python. Le Python, vous en ferez, mais que en algorithmique, donc que l'algo sur papier. Vous en coderez pas et vous en ferez que à partir du deuxième semestre. ouais, c'est ça. Donc voilà, si ça peut en aider certains qui veulent s'avancer. Ouais, je sais que le camel, ça peut être un peu compliqué à prendre en main au départ. Donc, si certains peuvent s'avancer avant de venir, c'est déjà une grosse avancée parce que vous n'aurez pas à prendre vraiment le nouveau langage en main, vu que vous saurez déjà un peu faire. Donc, c'est quand même, il faut un peu s'avancer et réfléchir un peu sur les matières que vous apprendrez dans l'école ou à EPITA pour pouvoir vous avancer un peu, quoi. Donc voilà. J'espère qu'on a répondu à plein de questions. Donc, on a été clair, ouais. Ouais, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. On va transmettre nos adresses mail d'EPITA à Jenny. Alors s'il faut 10 de moyenne, il y a 10 saisons de rabat. Alors, moi, je pense que oui. Oui, oui. Il ne faut pas 10 de moyenne dans chaque matière, c'est dans les modules. Par exemple, pour le module de SI, ça sera le module de sciences de l'ingénieur, ça sera la moyenne de vos notes de physique, d'électronique et d'architecture. Donc en soi, voilà. Vous pouvez rattraper certaines matières où vous êtes un peu plus faible. C'est ça, mais par exemple, le module de maths, il n'y a que les maths. Si vous avez moins de 10 à la fin d'un semestre, il y a des possibilités de rattrapage de points. En gros, imaginons que vous avez, je sais pas moi, 12 en algo et 9 en maths. Bah, il y a moyen vous de pouvez compenser. enlever un point de votre moyenne d'algo et le mettre sur votre moyenne de maths. Du coup, vous avez 11 et 10. C'est les compenser. Après, il y a certaines spécificités. Donc, par exemple, les maths ne peuvent pas être compensées par les langues et des trucs comme ça. Donc, il y aura un formulaire qui vous donne en début d'année pour vous expliquer. Et si malheureusement, vous ne pouvez pas compenser, vous pouvez faire une dette. Donc, imaginons, je ne sais pas moi, j'ai juste 10 dans toutes les moyennes, sauf en maths. J'ai 9, donc je ne peux pas rattraper. Et ben, au deuxième semestre, je commencerai le semestre avec moins 1 sur ma moyenne. Donc, je devrais avoir 11 de moyenne de maths pour valider mon semestre. Et après, ouais, si à la fin de l'année, vous avez toujours raté un truc, vous pouvez soit redoubler. S'il n'y a qu'une ou deux matières que vous n'avez pas, vous redoublez. Donc, il y a des redoublants dans notre classe. En gros, ils viennent que au cours des modules qu'ils n'ont pas eu. Et sinon, le reste du temps, ils sont chez eux. Ou alors, sinon, ils participent. Faudra changer d'école, hein, malheureusement. Bah, après, non, il y a toujours moyen de quand même rattraper un peu les si notes. tu ne redoubles pas, non. Bah, si tu ne redoubles pas, oui, c'est vrai. Mais... Oui, non, mais le rattrapage, oui, Voilà. Au partiel, par exemple, si vous n'avez pas des bonnes notes, il y a un rattrapage. Oui, c'est vrai qu'il y a un rattrapage écrit pour les partiels, voilà. J'ai oublié. Vous êtes admissible au rattrapage à partir de 8 de moyenne. Donc voilà. Non, il y a plein de façons. Il y a plein de façons. Après, c'est jamais perdu, en fait. Vous n'allez pas... Bon, après, si vous avez deux, voilà, mais... Non, mais après, à l'EPITA, les profs sont vraiment pas là pour nous saquer. Hein. Ils sont gentils, ils nous aident bien. Franchement, c'est super facile d'avoir 10 moyenne. De toute façon, si vous avez été accepté à l'EPITA, potentiellement, c'est quasiment sûr que vous allez avoir 10 de moyenne. C'est ça. Il n'y a pas beaucoup d'élèves qui abandonnent. Voilà, si des gens ont d'autres questions. Donc voilà.
Merci beaucoup Thomas et Eliane. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui peuvent se faire par écrit. Je ne vois rien arriver. Nous avons encore d'autres intervenants. En tous les cas, merci à vous. Bravo pour votre installation en métropole. Et puis, continuez sur cette lignée et travaillez. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de vous inviter à nouveau pour nos conférences métiers. Merci beaucoup. Peut-être. Au revoir. Donc, nous allons recevoir Anaëlle Pony, qui est la présidente et la fondatrice, de Léon Guide, qui va pouvoir nous parler de cette nouvelle application qui est arrivée à La Réunion. Je lui donne la parole. Merci. Merci et bien bonsoir à tous. Donc effectivement, Anaëlle Pony, présidente, cofondatrice du coup de la société Léon Guide, donc qui est une toute jeune start-up, puisqu'on l'a créée il y a quelques mois de cela maintenant. Donc c'est une start-up qui a développé une application mobile qui s'appelle Léon et qui raconte l'histoire de La Réunion à mesure qu'on se balade sur les sentiers, en ville. Donc c'est un peu comme les audioguides qu'on a dans les musées, sauf que là, l'audioguide, c'est le téléphone et le musée, c'est La Réunion tout entière. Donc, je vais vous raconter un petit peu mon parcours qui m'a mené du coup jusqu'ici et puis en quoi consiste finalement ma journée. Vous verrez qu'elle est quand même assez chargée. Alors, du coup, moi, c'est Anaëlle Pony, donc j'ai 37 ans, je suis originaire de Sainte-Suzanne. Je suis partie donc après le bac, après mes 18 ans, donc un bac scientifique en sciences de l'ingénieur. Et donc, je suis partie, moi, faire médecine. Parce qu'effectivement, je me suis dit que je n'avais pas fait de bio depuis 2 ans et pourquoi pas, ma foi, après avoir bouffé de l'élec et de la méca, la bio, ça m'avait manqué pendant 2 ans. Donc, je m'étais dit, why not médecine. Donc, je m'envole pour Grenoble, parce que pareil, je ne voulais pas rester à La Réunion. Et donc, évidemment, je foire mes 2 années de médecine, parce qu'en plus, j'en fais 2. Parce que vous allez voir que dans tout mon parcours, j'ai absolument pas fait les études pour le métier que je fais aujourd'hui. Mais mine de rien, j'ai quand même développé quelques compétences, et heureusement, qui me servent tout de même dans mon métier d'aujourd'hui. Donc, je reprends le fil. Donc, médecine à la sortie du bac, je foire totalement. Donc, je me dis, écoute, Anaëlle, c'est peut-être sans doute pas pour toi la bio. Et en plus, effectivement, je détestais la bio. Donc, du coup, je pars faire un DUT génie civil. Parce que, en fait, j'en sais trop rien. Je m'étais dit surtout que j'allais pouvoir retrouver du boulot quand j'aurais terminé mes études à mon retour à La Réunion. Et puisque je m'étais dit que de toute façon, bâtiment, travaux publics, il y aura toujours du boulot là-dedans. Donc, je décide de génie civil. Ça me plaît, ok, mais bon, je me pose pas trop de questions. Je me dis qu'il faut que je fasse quelque chose. Du coup, je poursuis. J'ai la chance de poursuivre mes études en Écosse, à Édimbourg, donc mes 3e et 4e années. Et puis, je complète. Donc, j'ouvre en tout cas le champ scientifique au génie environnement, puisque c'était une thématique aussi, moi, qui, pour le coup, m'intéressait davantage que le génie civil. Et puis, je termine mon cursus universitaire à Paris, à l'université Pierre et Marie Curie en recherche, où je me spécialise en hydrologie, hydrogéologie. Donc, dans le génie environnement, je me suis encore hyper spécialisée dans les sciences de l'eau. Puisque je rêvais à l'époque de travailler à l'ONU sur les questions de l'accès à l'eau dans les pays en voie de développement. Donc ça, c'était une lubie que j'avais à l'époque, qui ne s'est pas fait, mais bref. Et donc, à l'issue de mon master recherche en hydro, en tout cas dans les sciences de l'eau, j'ai le choix entre soit aller faire une thèse soit à la fac, soit en entreprise. J'ai le choix d'aller travailler, puisque j'avais terminé mon cursus universitaire, ou soit de faire carrément autre chose. Et évidemment, je choisis de faire carrément autre chose, puisque j'avais ni envie d'aller travailler, ni envie d'aller faire une thèse, parce qu'il faut aussi se dire les choses. En France, une thèse, on est quand même vachement mal payé. Donc je décide d'aller en école de commerce.
en école de commerce où, du coup, ça me permet d'avoir une double compétence technique, ingénierie, donc que j'avais acquis de par mon cursus scientifique, et managériale avec l'école de commerce. À l'issue de toutes ces études-là, je me décide quand même à travailler parce qu'il faut bien. Et je postule en fin de cursus d'école de commerce dans une entreprise. Enfin, je postule, à vrai dire, et la vraie histoire, c'est que c'est la seule boîte qui accepte mon CV. Et en tout cas ma candidature. Une boîte qui fait de l'informatique, donc développement de logiciels, un truc que j'avais évidemment, j'avais absolument pas étudié et puis qui avait rien à voir avec tout ce que j'avais fait, hein. Mais faute de mieux, je me dis bon bah ok, j'y vais. Donc et ben, il va s'avérer en fait que cette entreprise-là, donc qui m'accepte en tant que stagiaire, et ben, du coup je vais y découvrir un nouveau métier qui est le métier de chef de produit, un nouveau secteur qui était celui du numérique et du développement informatique. Et en fait, je vais y rester 5 ans dans cette entreprise et je me rends compte que bon, le temps a évidemment très vite passé dans cette entreprise, mais je m'éclate vraiment, vraiment. Pour le coup, ça a été 5 années de dingue où j'ai commencé quasiment dans un stade start-up dans cette entreprise. Et ça a été vraiment la bonne surprise parce que je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce soit à cette aventure-là, en tout cas pendant ces 5 ans. Et donc, juste là, je suis à Paris. J'ai la chance de pouvoir m'expatrier aux États-Unis, donc à Chicago, pendant quelques temps, ce qui me permet de travailler avec les multinationales comme Pepsi, comme Apple, comme Pepsi, comme Pepsi, comme Intel, comme Apple, enfin voilà, bon bref, toutes ces multinationales et toutes ces marques qui font un peu rêver. Et puis, je décide quand même, après ces 5 années, et malgré des propositions plutôt alléchantes pour y rester dans cette entreprise, je décide de partir, malgré un très bon salaire, malgré un niveau de vie plus que confortable, puisque j'avais même pas 30 ans et j'avais bossé avec pas mal de boîtes déjà en Europe et aux États-Unis. Et je décide de partir pour des convictions personnelles que j'avais et que d'ailleurs j'ai toujours, puisque ça fait partie de mes valeurs, qui n'étaient pas en phase à ce moment-là avec celles de l'entreprise dans laquelle j'étais. Et donc, plutôt que de me conformer à un système qui ne me convenait pas, j'ai préféré moi en partir et en sortir pour aller faire je ne sais pas quoi. Je ne savais pas encore ce que je voulais faire, mais je savais en tout cas que je ne voulais plus y rester. Donc, à 30 ans, je décide de quitter cette entreprise et de revenir à La Réunion parce que alors, j'avais bossé comme une dingue mais vraiment comme une dingue. Et je pense que j'avais besoin de repos, même si j'avais que 30 ans. Et donc, je décide de faire ce break-là à La Réunion. À mes 30 ans, je m'étais lancé un défi, c'était celui de faire la Mascareigne. Ça, c'était un rêve de gamine que j'avais, mais vraiment depuis très, très jeune, que je n'avais pas eu l'occasion de le faire donc, avant de partir de La Réunion. Et là, à mon retour, je me dis, allez, banco, j'y vais. Donc, dans ma phase de préparation à la Mascareigne, j'ai l'idée d'avoir un outil, une application qui puisse me raconter l'histoire de La Réunion quand on se baladait sur les sentiers. Et donc, je commence à mettre en œuvre cette idée-là, à m'associer déjà, parce que seule, c'était pas simple, parce que monter une boîte, moi je ne l'avais jamais fait, et puis j'y connaissais absolument rien. Donc, il a bien fallu que à la fois je me documente et puis surtout que je m'entoure des bonnes personnes. Je m'y suis prise à 3 fois pour la lancer, cette entreprise, parce que forcément, comme on se lance, on ne connaît pas tout, donc on se prend des murs et on essuie plusieurs échecs. Donc moi, j'en ai pris 3 quand même. À l'issue du 3e échec, je me dis, ok Anaëlle, maintenant arrête tes conneries, je pense que c'est peut-être pas pour toi, donc fais autre chose. Donc je fais autre chose, effectivement. Entre-temps, j'ai lancé 2 autres sociétés, une dans le conseil, une dans l'intelligence artificielle, où je m'étais associée aussi. Donc voilà, donc j'ai essayé d'autres choses.
Ça n'a pas non plus fonctionné. La partie conseil, ça allait, mais ça me demandait un peu plus d'investissement et j'avais pas. Je pense que j'avais envie de faire autre chose. J'avais une fibre, en tout cas, qui m'appelait ailleurs. Et c'est l'année dernière où cette idée que j'avais en tête de faire cette fameuse application qui raconte l'histoire de La Réunion, elle me revient en pleine poire, si je puis dire, puisque j'entends à la radio un podcast. Et ce podcast-là, c'est mon grand-père qui l'a fait. Il a été interviewé par une journaliste. Et donc, dans ce podcast, il raconte son histoire à lui. Et entre-temps, mon grand-père est décédé, donc forcément, sinon... dans ce podcast-là, donc il raconte son histoire et c'est évidemment des choses qu'il ne nous avait jamais racontées. Et là, je me rends compte que cette idée que j'avais, qui était celle de raconter l'histoire, elle vient à ce moment-là se reconnecter avec une histoire très personnelle et qui du coup, évidemment, m'a touchée. Et je décide de relancer l'idée. Voilà. Donc, je décide de relancer l'idée. Derrière, je rencontre de nouveaux associés. Donc, aujourd'hui, on est 2 autres associés. Donc, moi, je suis la présidente de la société. J'ai un associé qui a la compétence finance, un troisième associé qui a la compétence commerciale et moi, j'ai la compétence développement. Alors, je ne dirais pas développement informatique parce que je ne code pas, mais la partie product. Donc, c'est moi qui a la conception et qui est à la gestion du développement produit. Et donc, je leur soumets l'idée et puis direct, ils me disent « Ok, Anaëlle, on y va ». Et donc, on a monté l'équipe. On est aujourd'hui une vingtaine de personnes à travailler sur cette application-là. Donc, c'est une application qui s'appelle Léon comme le prénom. Si vous tapez Léon sur les stores, vous la téléchargez, elle est gratuite. Et en fait, on a développé du coup avec une équipe d'une vingtaine de personnes, comme je vous le disais, tout un tas de contenus sous forme de podcasts, des podcasts qui sont géolocalisés et qui racontent l'histoire de La Réunion. Donc, on a vraiment voulu faire ça parce que malheureusement, l'histoire de La Réunion, c'est encore pas celle qu'on nous raconte et qu'on nous enseigne à l'école. Et donc, l'idée, c'était aussi de pouvoir sortir la connaissance des têtes des sachants, des têtes des vieux gramounes aussi qui partent, et puis aussi, et peut-être un peu des bouquins pour la rendre accessible au plus grand nombre, de façon très simple et très ludique. Donc aujourd'hui, on a sorti l'application il y a 2 mois, donc c'est tout frais. On a près de 7000 utilisateurs qui ont téléchargé l'application et qui écoutent nos histoires. On est aujourd'hui sur un secteur, on s'est positionné en tout cas sur le secteur tourisme et culture, et on est en train de s'élargir assez rapidement en plus, parce que ça fait que 2 mois qu'on a lancé, mais on est en train de s'élargir à d'autres secteurs. Et on se rend compte que finalement, l'application aujourd'hui, elle intéresse un public beaucoup plus large que celui du touriste ou du visiteur local. Mais également, là, pour vous faire peut-être le petit spoiler, c'est que on est en train de déployer aussi dans des hôpitaux et aussi dans les EHPAD, puisque on se rend compte que les histoires qu'on raconte sont en train de servir d'outils finalement, alors soit d'accompagnement, soit de confort pour les enfants dans les hôpitaux ou même pour les personnes âgées dans les EHPAD pour travailler et maintenir des exercices sur la mémoire notamment. Donc finalement, on est parti d'un outil très simple avec des podcasts et on est en train de se rendre compte de son utilisation et de finalement du côté un peu versatile finalement de l'outil et applicable à différents secteurs. Donc on est en pleine croissance, donc une start-up pour le moment. On fonctionne, on a un soutien de l'État là-dessus et puis avec le soutien des collectivités et donc ça fait partie, je dirais, qui occupe 80% de mon temps. Et puis les 20 autres pourcents de mon temps, aujourd'hui, je les alloue à l'enseignement puisque j'ai un double métier, effectivement. Donc, je suis présidente cofondatrice de ma société et puis à côté, j'enseigne les mathématiques dans un lycée. Alors, c'est un nouveau métier, moi, pour le coup, que je découvre puisque ça fait pas longtemps que je fais ça, mais ce qui me permet, moi, en tout cas, personnellement, déjà de naviguer entre les mondes. Et je pense que vous allez, en tout cas, vous, dans votre génération,
embrasser, à mon avis, plusieurs carrières. Je pense que on appelle ça des slashers, c'est-à-dire des gens qui vont cumuler comme ça plusieurs jobs dans vos vies et même plusieurs jobs en même temps. Moi, je trouve ça hyper riche. Je suis à la base, enfin, je suis déjà de nature très curieuse et j'aime beaucoup apprendre, mais ça, il y a une richesse et une diversité, en tout cas, à percevoir dans l'activité entre guillemets multiple, qui est juste incroyable. Donc voilà, donc du coup, je pense que j'en ai terminé, moi, pour moi. Mais je ne sais pas s'il y a des questions ou si. Non, pour l'instant, il ne faut pas lâcher. Oui, en fait, je pense qu'il ne faut pas, oui, c'est ça, il faut pas lâcher, quoi. Il faut toujours aller de l'avant et ne pas lâcher. Ouais, c'est ça. Je pense qu'une des qualités, en tout cas première d'un chef d'entreprise, de ce que je verrais, c'est vraiment le côté persévérant et combatif, parce qu'on bataille tous les jours. Et quand on a une idée, on la tient et on y va et on se donne les moyens d'y aller. C'est pas juste un rêve. Moi, ce projet-là, je l'ai rêvé pendant 6 ans. Et de le voir aujourd'hui se concrétiser, et de voir la réalité, et d'avoir les retours terrain, puisqu'on fait beaucoup de recos sur le terrain, ça c'est un truc, ça a une valeur inestimable. Vous allez rencontrer justement ces utilisateurs sur le terrain, leur demander leur avis, comment est-ce qu'ils l'utilisent, et finalement créer du lien avec aussi notre communauté. Et bien, du coup, pour moi en tout cas, c'est ultra nourrissant. Et effectivement, se donner les moyens d'y arriver, parce que c'est énormément de travail, vraiment énormément de travail et beaucoup d'énergie et de temps. Merci beaucoup, Anna Elponi. On va maintenant... Et bien, je vous en prie, merci à vous. Merci. On va donner la parole à Laura Tassel, qui est chargée du développement régional à l'école Epitech, qui va nous rejoindre. Bonjour à tous. Comme l'a dit juste avant Madame Guy, Laura, de l'école Epitech, donc je suis en charge du développement de l'école et c'est moi que vous verrez au sein du campus si vous souhaitez rejoindre la team Epitech Technologies. Merci. Du coup, Epitech est l'école de l'expertise informatique. On fait partie du groupe Ionis, donc on a eu la chance d'avoir 2 étudiants d'EPITA juste avant. Merci à eux d'ailleurs. Donc EPITA avec le pôle ingénieur. On a aussi les écoles ISEG, ISG, ICS pour ne citer que elles dans le pôle marketing et communication. Et nous avons un pôle expertise technologique et informatique avec les écoles Epitech Technologie, Epitech Digital et la Coding Academy aussi à La Réunion, ainsi que la Web Academy. Donc, moi, je vais vous parler principalement de Epitech Technologies, de son programme Grande École aujourd'hui. Donc, pour juste vous préciser, Ionis, c'est un groupe leader sur le marché de l'éducation supérieure en France, donc un groupe privé qui représente 27 écoles et entités, 98 établissements et 350 partenariats internationaux. Ça peut être celui-là, en fait. Appuyez là-dessus. Là. Oui. Ah bah, c'est bon. Donc là, normalement, ça doit... Est-ce que quand je change, en fait, ça ne vous change pas à vous? Ah si, c'est bon. C'est bon. Là, c'est bon. Alors, on est reparti. Donc, Epitech, c'est un réseau international en plein développement. Donc, on a 14 campus en France, aussi un à La Réunion. On a la chance aussi d'avoir des campus à l'international. Donc, Cotonou au Bénin en Afrique, Barcelone, Madrid, Bruxelles, Berlin, Tirana en Albanie et récemment New York. On existe depuis 1999 à Paris. On est présent sur 21 campus, dont 14 villes en France, plus La Réunion, et 6 à l'international. Et aujourd'hui, on représente 5500 étudiants sur tous les campus.
uniformité de la formation au sein d'Epitech. J'insiste beaucoup là-dessus. Si vous allez dans un Epitech à Paris ou que ce soit Epitech à Nice ou à Nantes, ça sera exactement la même formation qu'à Epitech Saint-André à La Réunion, puisqu'on a vraiment cette uniformité de la formation au sein de notre groupe et de notre école. Donc, Epitech Technologies, c'est 5 formations pour 5 publics différents. Donc, vous avez le programme Grande École, qui est celui que je vais détailler par la suite. Vous avez aussi le MSC Pro, qui permet en fait de faire une alternance en 2 ou 3 ans pour les étudiants qui ont déjà un bac+2 ou un bac+3. Et nous avons aussi la chance à La Réunion d'avoir la Coding Academy, qui est une formation en fait pour les adultes en reconversion professionnelle, qui permet de valider un bac+2 donc assez rapidement en moins de 6 mois. Et vous avez la Web Academy qui est une formation en 2 ans, dont 1 an d'alternance pour les jeunes des 18 à 25 ans qui n'ont pas forcément le bac. Le cursus Epitech Technologies en 5 ans, donc le programme Grande École d'Epitech Technologies permet d'accéder à un titre RNCP de niveau 7, donc ce qui correspond à un bac+5 d'expert en technologie de l'information. Donc c'est une formation qui se déroule en 5 ans, 3 ans à La Réunion ou sur le campus de votre choix et 1 an à l'international dans une des 100 universités partenaires du groupe que vous pourrez retrouver sur notre site internet. Et vous avez aussi 1 an qui doit se dérouler à Paris. Nous avons au sein de l'école une pédagogie vraiment orientée projet et c'est une formation qui fait 90% de pratique. 1 an et demi de stage, en effet, comme vous pouvez le voir sur le support. En fait, vous avez des stages à partir de la fin de première année jusqu'en 2e année, sur la 3e année et la 5e année. Et vous allez le voir aussi si vous venez en journée porte ouverte chez nous. On a aussi des part-time en 3e et 5e année qui permettent d'être 2 jours ou 3 jours par semaine en entreprise. Donc ça, c'est le réseau international des 100 universités partenaires. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut aller un peu partout dans le monde. Donc, ça va de l'Afrique du Sud au Canada, la Croatie, l'Inde, le Japon, la Lettonie, la Finlande, le Vietnam, la Turquie. Donc, voilà. Et les universités ne sont pas toutes citées sur cette diapositive. Donc, je vous invite vraiment à aller voir sur le site Epitech. Epitech Technologies, c'est une pédagogie alternative dans une perspective d'employabilité parce que notre objectif, c'est vraiment que vous soyez embauché à la fin de vos études dans la société qui vous fait rêver. On a un cadre différent au sein d'Epitech. Le cursus que vous avez toujours connu, c'est vraiment la méthode classique avec des cours donnés par des professeurs, des exercices et des révisions, du Fab Lab Ecarté et WebCake. Car nous faisons aussi des coding clubs en partenariat avec ces associations. Est-ce que vous avez des questions? Alors oui, nous faisons des journées portes ouvertes. Donc, comme je vous ai mis juste avant, je remets la slide, si j'y arrive. Donc, bon, alors j'arrive pas forcément, mais la prochaine journée porte ouverte est le 22 janvier. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, tech.réunion sur Instagram et Epitech La Réunion sur Facebook. On vous répondra avec plaisir et vous pouvez déjà noter la date du 22 janvier dans votre agenda. Voilà. Après, vous pouvez également passer n'importe quand vous voulez sur le campus. Je serai là pour vous accueillir, répondre à vos questions et vous faire visiter le campus. On a eu une petite coupure d'une dizaine de minutes au au niveau niveau de l'enregistrement. Il va manquer forcément une partie du PowerPoint. C'est pas grave, vous pouvez le diffuser. Voilà, donc les personnes qui voudraient le PowerPoint, il faut qu'elles envoient un message à l'orientation. D'accord, ok. Et à ce moment-là, on transmettra. Alors, du coup, il y a eu un petit bug au niveau de l'enregistrement et on me dit de vous informer que vous pouvez envoyer un mail à l'orientation pour avoir la partie qui manque au niveau de notre enregistrement. Et vous pouvez aussi me contacter. Je vais vous donner mes coordonnées pour ceux qui sont intéressés.
Voilà, je ne sais pas si on voit bien mes coordonnées. Voilà, alors vous avez mes coordonnées, je reste joignable par téléphone. Bon, ne m'appelez pas à minuit, sinon je ne répondrai pas, mais vous pouvez me joindre par téléphone, par texto et par mail. Et vous avez également nos réseaux sociaux juste là, donc n'hésitez pas à nous follow. On est très réactifs, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Merci beaucoup, Laura Tassel. Je pense que c'est bon, il n'y a plus de questions à poser. Nous allons laisser la parole à Jean-Marc Peraldi, qui est gérant et informaticien de la société Magnetic Stream. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Après toute une série de petits jeunes, on passe avec des vieux. Donc, j'ai 58 ans. Je suis gérant d'une société informatique. J'ai en gros une quinzaine de clients actuellement. Et en fait, j'ai un parcours un peu spécial par rapport aux uns aux autres. J'ai commencé par de l'administration économique et sociale. C'était en 85. J'ai fait de la littérature italienne et en même temps, j'ai suivi des cours d'informatique aux arts et métiers. Donc, comme à une époque, il y avait le service militaire, pour ceux qui avaient suivi des cours informatiques, on était appelés à titre informatique. Et en fait, j'ai fait toute ma carrière après dans l'informatique. À la base, j'étais plutôt littéraire, on va dire ça comme ça. Et j'ai suivi les cours du CNAM, du Conservatoire national des arts et métiers. J'ai obtenu un diplôme qui correspond à un DUT, un DPCT, c'est un diplôme de premier cycle technique. J'étais appelé à titre informatique dans l'armée, j'ai développé des programmes pour l'armée et en même temps, je suis resté à Paris et j'ai continué une carrière de développeur pendant une dizaine d'années dans une grosse société de services qui a été rachetée en fin de course par Cegid, qui est un gros éditeur de logiciels financiers. Voilà. Après, je suis venu un peu me mettre à la retraite à La Réunion. Je travaillais pour un groupe de librairies pour faire du développement et une remise à niveau du réseau. Et après, en fonction des rencontres, je suis passé chez un opérateur pour lequel j'ai développé toute la partie XDSL que l'on connaît maintenant sous la forme d'Internet. Et c'était plutôt de l'administration réseau. Et en fin de course, j'ai fini par créer ma propre société pour mettre en exploitation toutes les connaissances que j'avais à la disposition des différents clients et suivre leur partie développement. Donc, en fait, dans le métier, on retrouve les mêmes métiers, les mêmes corps de métier que le premier intervenant, dans lequel on va faire du développement, du conseil, de la sécurité informatique ainsi que de l'administration réseau. Bien sûr, je travaille actuellement avec une autre personne, on est deux pour les remplacements. Et voilà, après, à l'heure actuelle, ce qui est compliqué pour les élèves, c'est plutôt d'avoir un diplôme. Alors là, j'insiste beaucoup, il faut donner, à la différence d'une autre époque, il faut vraiment donner un coup de collier dans les 3-4 premières années, et après, c'est vraiment, ça se fait tout seul. Après, pour ceux qui ne donnent pas ce coup de collier, ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours le moyen d'avoir des cours d'informatique ou des cours de ce que l'on veut par un autre biais. Donc, il y a le Conservatoire national des arts et métiers, on n'en parle pas beaucoup. Il y a le CNARM ici à La Réunion, qui est un équivalent. Et en fait, toutes les chances sont données à tout moment ou à toute période de la vie. Donc, on peut se réinsérer, on peut passer des diplômes et rien n'est perdu pour ceux qui ont que le bac ou moins que le bac à l'heure actuelle. Voilà. Donc après, le salaire, donc on va en parler, on gagne bien sa vie dans l'informatique. Il y a beaucoup de demandes actuellement. Et en métropole, il y a même un manque de personnes à l'heure actuelle pour remplir tous les postes d'informatique. Donc le premier intervenant
a dit qu'ils avaient des postes à pourvoir. Donc, même à La Réunion, il y a encore beaucoup de postes à pourvoir dans tous les métiers de l'informatique. Donc après, on pourrait parler de développement ou d'administration réseau, mais c'est vraiment un métier d'avenir et je pense que dans les années futures, il y aura toujours besoin d'informaticiens. Voilà. Donc, on va peut-être faire quelque chose de rapide pour ceux qui sont encore en ligne. Si vous avez des questions. Moi, j'avais une question. Aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a de développer le côté informatique demande aussi d'être gestionnaire d'une société et de savoir gérer une société. Est-ce que vous avez des journées qui sont longues? Comment vous organisez votre travail du fait d'avoir plusieurs clients? En fait, toute la journée, donc je n'ai pas de bureau. Le bureau, c'est la voiture. Et en fait, on passe les 3/4 du temps dans les bureaux des différents clients. Et c'est vrai qu'il faut trouver une organisation un peu spéciale, c'est-à-dire de ne pas trop déborder et après essayer de satisfaire tous les clients. Donc, les journées sont pratiquement, bon, pour donner des horaires, ça va être de 8 h à 19 h. Après, bon, j'ai la chance entre guillemets, d'avoir des enfants qui sont adultes et de ne pas avoir à gérer. Mais c'est vrai qu'on passe énormément de temps en clientèle et comme le premier intervenant, il faut vraiment donner une priorité à sa famille et c'est très dur, quoi. Quand on est chef d'entreprise, si on ajoute les heures de travail en clientèle, plus tout ce qui est gestion, compta et tout ce qui va avec, on a vite fait de finir à des heures hors, hors vie familiale, quoi. Donc là, c'est vrai qu'il faut vraiment… alors, moi, j'ai pris l'option d'être seul et de travailler seul, entre guillemets, et d'essayer de tout faire, mais avec des clients moindres. Par contre, c'est vrai que pour le premier intervenant, c'est pratiquement impossible de travailler ne serait-ce qu'à 10 ou à 20. Et il y a à l'heure actuelle, il y a trop de métiers secondaires, style gestion, style juridique et tout ce qui va avec. Et ça devient de plus en plus compliqué. Donc, voilà, c'est un choix à faire. Après, il ne faut pas avoir, des envies démesurées, quoi. Voilà. Merci Jean-Marc Peraldi. Écoutez, il y a des questions. Écoutez, je vous remercie de votre présence. Dans tous les cas, ça sera enregistré, donc il y aura une rediffusion un peu plus tard. Merci à tous, passez une bonne fin de journée et n'hésitez pas à vous rapprocher de l'appel si vous avez besoin d'informations complémentaires. Merci beaucoup, au revoir.